Les politiques publiques relatives à l'habitat, dont par exemple le programme gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux et le soutien aux acteurs du marché de la construction, ne semblent pas réussir à enrayer de manière significative l'extension de ces quartiers précaires. Alors, en 2011, et là nous citons la stratégie du sous-secteur urbain, c'est-à-dire une étude crédible, le déficit était évalué à 1 million d'unités. Et on avait estimé que la progression annuelle est de l'ordre de 70 000 à 100 000 unités. Ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes aux environs de 2 millions d'unités de logements, n'est-ce pas, qui manquent dans le parc, n'est-ce pas, national. Évidemment, ces chiffres, il faut considérer qu'on peut les améliorer en considérant d'autres facteurs. Alors, pour remédier donc à ce déficit, les ministres africains en charge de l'habitat et de l'urbanisme, se joignant au reste de la communauté internationale, ont adopté à N'Djamena, au Tchad en 2013, le fameux paradigme des 4 F. C'est-à-dire, le premier F, c'est le foncier, le deuxième, c'est le financement, le troisième, c'est la fiscalité, et le quatrième, c'est la formation. Les ministres africains en charge de l'habitat et de l'urbanisme ont estimé que ces 4 F constituent les piliers majeurs de toute nouvelle politique et stratégie en vue de la production massive de logements abordables. L'enjeu ici est également d'arrimer notre pays aux résolutions du dernier sommet mondial Habitat 3 tenu à Quito, en Équateur, en octobre 2016, au thème duquel l'ensemble des pays du système des Nations Unies ont été invités à hisser la question du logement au rang des priorités telles que la santé, l'éducation ou la sécurité, et de mettre en œuvre des programmes d'habitat inclusifs, durable, résilient, tout ce que vous voulez, adressé à toutes les couches de la population, aussi bien en milieu urbain que rural. À Bertois, lors de la semaine d'activité précédant la Journée mondiale de l'habitat, une table ronde a permis de sensibiliser les acteurs privés et publics sur l'habitat autoconstruit pour atteindre une ambition d'inclusion sociale. Nous disons que l'autoconstruction se traduit par la manifestation de la volonté d'un individu à satisfaire son besoin primaire et vital, se loger en construisant soi-même sa maison ou avec l'aide d'artisans ou dans une moindre mesure des professionnels de la construction. Alors, pourquoi l'autoconstruction? Les raisons sont multiples. Le besoin de se loger et de loger sa famille, l'identité culturelle qui voudrait que chaque chef de famille ait sa propre construction. Nous savons bien que dans nos villages, parfois, lorsqu'on n'a pas une maison, on peut s'interdire de prendre parole en milieu public. Nous avons également des ressources financières qui sont limitées et peu contrôlables. Plus de 95% selon la Banque mondiale des logements au Cameroun sont issus de l'autoconstruction. On se rend compte que ce sont les populations qui construisent elles-mêmes leurs logements. Et donc, il faut que ces populations puissent avoir un encadrement dédié pour mieux construire les logements et éviter qu'on se retrouve dans les quartiers précaires et les bidonvilles. Plus de 90% des maisons construites au Cameroun le sont par leurs propriétaires, mais cela ne va pas sans de nombreuses difficultés. Nous avons parlé de la reconnaissance dispositive réglementaire liée à la construction, la marque lors de l'achat des terrains, l'acquisition des parcelles dans des zones inappropriées, l'accessibilité au logement, la précarité du logement construit, l'absence d'équipement via le financement très limité. Alors, on peut en citer d'autres éléments qui ont assez table. Le problème criard est effectivement l'accès au foncier, qui reste le socle de l'accès au logement au Cameroun. Il faut également préciser que nous avons des conditions difficiles d'accès au crédit. Tout à l'heure, quand le crédit foncier est exposé, vous êtes rendu compte qu'on a spécifié qui sera solvable et qui n'est pas solvable. Ça signifie que la baisse ou alors le taximan ne peut pas être solvable au crédit foncier. Ensuite, nous nous rendons effectivement également compte qu'en termes de contexte, comme l'a dit le sous-directeur de la promotion européenne, que 95% de la Banque mondiale des logements au Cameroun sont issus de l'autoconstruction. On se rend compte que ce sont les populations qui construisent elles-mêmes leurs logements. L'un des outils identifiés pour accélérer la production des logements est la coopérative de l'habitat, dont plusieurs fonctionnent au Cameroun. En termes d'étape de création d'une coopérative d'habitat, il faut que véritablement un groupe de personnes ait une émulation commune
ou alors qu'une ou deux personnes aient eu ce technique-là et estiment qu'elles peuvent mettre dans leur famille d'autres personnes et créer donc un petit groupe qui va s'asseoir pour discuter ensemble des possibilités de créer une coopérative, de mettre en lumière les objectifs, les valeurs, la vision que ce groupe-là va se fonder. Il faut également dire que le groupe doit véritablement monter son projet coopératif. C'est bien beau, on va se mettre ensemble pour construire, ok. Mais on se base sur quoi? Quel est le canevas? Quel est le support sur lequel on s'appuie pour mieux avoir accès au logement? Donc il faut que les uns et les autres puissent savoir, qu'on puisse monter donc un projet coopératif. Et après, lorsqu'on a ces documents, on fait tenir une assemblée générale constitutive pour non seulement adopter les statuts et les règlements intérieurs de la coopérative, mais également pour se rassurer que le modèle qu'on choisit est notamment en conformité avec les règles de WADA. Ce qui veut dire que c'est parce que nous sommes coopératives d'habitat que nous sommes en déphasage avec la réglementation antérieure. La coopérative s'adapte et s'enrôle carrément, s'accorde ou s'harmonise avec le cadre juridique légal. Et donc, après, lorsqu'on a fini avec tous ces aspects, on va donc se faire enregistrer. Il faut préciser que l'enregistrement se fait au ministère, mais comme la coopérative dépend du rendu, avant de se faire enregistrer au ministère, il faut d'abord être en conformité avec les modalités en fait du MINDU. Parce que le MINDU, généralement, vérifie votre dossier et dit quelle pièce est à remplacer, quelle est à revoir, ou pas en conformité, c'est de droit, quel document. Et donc, lorsqu'ils ont marqué leur approbation, c'est vraiment évident que vous allez vous faire enregistrer au ministère. Et donc là, on peut commencer effectivement avec les activités de la coopérative. En termes d'avantages pour les coopératives d'habitat, il faut dire que la demande véritablement est mieux organisée et les besoins, parce que les membres sont connus à l'avance. C'est-à-dire, on sait pour qui on construit le logement. On sait pour qui sera le bénéficiaire du logement qu'on construit. On peut même le construire et il a fait exactement le logement et après progressivement il va rembourser. On aura déjà logé un ménage. On ne construit pas les logements pour après chercher qui va intégrer ces logements. C'est un peu ça la dynamique qui est carrément différente. En plus de ça, on s'efforce à mettre sur pied un système de solidarité en se disant, je peux avoir construit ma maison et moi je vais aider les autres à mieux se loger. Donc, je vais mettre mon argent à disposition pour aider à construire le logement. Ces personnes vont rembourser cet argent qui va aider d'autres ménages à construire également leur maison. Et je pense qu'il faut dire que les coopératives, se mettre en fait en coopérative d'habitat permet également de réduire les coûts, même si en termes d'expertise. Parce que si une seule personne veut avoir accès à un architecte, vous comprenez avec moi qu'il n'aura pas seulement 1 million à 500 000 pour le faire. Pourtant, s'ils sont 5 à 6 personnes, ou 10, ils peuvent facilement cotiser, donc carrément une mutualité d'efforts et avoir accès à un architecte. Au terme de leurs exposés, les membres de ce panel sur l'autoconstruction ont fait de nombreuses recommandations. Au Cameroun, actuellement, on n'a pas encore de cadre juridique véritable qui encadre les coopératives d'habitat, contrairement aux autres pays qui en ont déjà et qui prennent les coopératives d'habitat véritablement comme des acteurs de mise en œuvre des logements sociaux. Donc il est question également pour le Cameroun de pouvoir mieux encadrer les coopératives d'habitat, de faciliter leur structuration, de mettre des ressources à disposition, de renforcer leurs capacités pour faciliter l'accès au logement, non seulement pour les personnes vulnérables, mais aussi pour les couches moyennes de la société. À cet effet, il y a marge de projet de aussi proposer. L'État doit prendre des mesures plus fortes pour l'encadrement de cette activité. Il s'agira de la mise à disposition de parcelles aménagées ou sévèrement aménagées, l'élaboration d'un catalogue de plein type de logements et de devis de projets évolutifs pour reprendre le catalogue tout à l'heure, de l'appliquement de mécanismes d'accès au crédit à des taux modifiés aussi bien pour les salariés du secteur formel que du secteur informel. On l'a largement abordé tout à l'heure. La formation, la fabrication, la mise en œuvre des matériaux locaux, l'aménagement des grands champs fonciers, la réseau d'extension urbaine et la réalisation des travaux de voirie et d'extension des réseaux. Et enfin, la poursuite pour la pérennisation des réflexions stratégiques en cours. Alors, ils ont été relevés par le président exposé. La promotion des unités de fabrication, des matériaux de construction, l'élaboration
d'une stratégie d'amélioration de l'habitat rural, la mise en place des centrales d'achat de matériaux à coût exonéré, la promotion de l'encadrement de l'épargne populaire et de la filière informelle à travers la création et les félicitations coopératives et mutuelles d'habitat, la mise en place de guichets uniques éliminant tous les services administratifs concernés et permettant la simplification des procédures. Également à l'envoi de la société civile, notamment de contribuer à l'organisation des demandeurs de logement en coopérative d'habitat. La société civile a le devoir d'aider les communautés à mieux se structurer, pouvoir avoir facilement accès au logement et même également aux crédits de financement. Renforcer les capacités des membres à une meilleure gestion des coopératives. Il faut dire que gérer les histoires, comment ils seront quartiers d'argent, sont hyper sensibles. Ils vont doter ces coopératives de tous les outils pour faciliter une meilleure gestion et une bonne crédibilité devant les différents bailleurs ou alors les banques. Il faut promouvoir le respect des normes de construction et des zones non constructives. La société civile doit accompagner les communes à faire la sensibilisation sur les normes de construction, les normes d'urbanisme et préciser qu'ici, telle zone n'est pas, n'est pas constructive. C'est également le rôle de cette société civile-là. Donc, c'est également le moment en fait, de dire aux maires que vous avez la responsabilité de vous faire garnir, de vous approcher à la société civile pour mieux travailler sur le terrain. Et enfin, également le devoir d'appuyer techniquement les programmes coopératifs de construction. Pour le secteur privé, véritablement, il faut proposer les coûts préférentiels pour les coopératives d'habitat engagées dans les programmes de construction. Les entreprises ici au Cameroun ont ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Vous devez mener des activités sociales. Mais on se rend compte qu'au Cameroun, chaque jour, on offre sans doute connexer quelqu'un, on offre des sacs de riz, on offre des dentifrices ou alors des denrées alimentaires. Quelle société vraiment au Cameroun a déjà dit, bon, cette année, je vais essayer de loger 10 là pour faciliter ou améliorer leur logement. Voilà des actions qui sont plus ou moins immédiates, qui sont plus ou moins parlantes et qui ont vraiment des effets sur la population. D'autres solutions préconisées sont d'une portée plus générale. Depuis 2011, la réforme foncière a commencé et elle n'est pas finie jusqu'à aujourd'hui. Il faut adosser à ces réformes foncières d'autres réflexions, d'autres réformes. La loi sur l'habitat social, je sais que la loi est finie au milieu. Il faut accélérer cela, c'est très important. Ça ne coûte pas de l'argent, mais c'est des outils, c'est des instruments qui permettent de bien clarifier un certain nombre de choses quand on parle d'habitat social. S'agissant de financement, nous avons dit qu'il faut absolument mettre en place le FSFGH, le Fonds spécial d'investissement de garantie hypothécaire, adossé à un marché hypothécaire secondaire. Il faut renforcer les capacités de Shelter Afrique et il faut recourir à des financements innovants tels que le crowdfunding. S'agissant de la fiscalité, nous avons suggéré qu'il faille l'application effective des mesures d'allègement prévues dans les tests de 2013 et 2017. Et il faut des mesures plus ambitieuses pour les opérations, n'est-ce pas, relevant des projets structurants d'habitat et aussi pour les acquéreurs. Enfin, s'agissant de la formation, il faut renforcer les capacités de tous les acteurs. Il faut signer les conventions avec les instituts de formation et il faut recentrer le rôle de la MIPROMAL. C'est à juste titre que le thème de la Journée mondiale de l'habitat porte cette année sur l'éradication de l'habitat précaire, un objectif que l'on n'est pas prêt à atteindre.